Aujourd'hui, à la version express de La vie est belle, on reçoit le barbu Louis Lacroix qui pose des questions à Arruda et au premier ministre dans les points de presse. Si vous voulez voir la version intégrale, c'est également disponible sur la même plateforme. Et parlant de plateforme, peu importe celle sur laquelle vous nous voyez, que vous nous écoutez, prenez 2 instants pour vous inscrire, vous abonner aux alertes des nouveaux épisodes, faire des étoiles, faire des petits commentaires. Ça aide la balado à être connue par d'autres personnes. Merci et bonne rencontre. Balado, épisode 30. Louis Lacroix. 3, 2, 1. De limite que tu veux pas dépasser non plus. Je voulais pas voir ça. Voir quelqu'un qui s'est fait tuer, ça m'intéresse pas. Là. Je veux dire, je vais pas là pour ça. Moi, j'aime mieux faire des histoires sur la vie des gens que sur la mort des gens. T'sais. Mais les militaires, eux autres, sont exposés à ça. Eux autres, c'est évident que la situation est extrêmement difficile pour eux autres. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Monsieur Louis Lacroix, salut! Salut, comment vas-tu? Ça va très bien. Quand je t'ai invité, t'as-tu rien à dire? Moi, je suis pas intéressant. Ben, c'est parce que j'ai vu les gens à qui t'as parlé, puis toutes des vedettes. Moi, je suis pas une vedette. Moi, je suis... À quoi? Lara Fabian, Pauline Marois, Louis Lacroix, c'est correct? Exactement. À quoi? Hein? Juste plus de poils. Oui, pas mal. Quand même. Je suis sûr qu'on va avoir du fun. Louis, je te connais peu, je te connais pas, mais ça fait longtemps que t'es comme dans mon... Ouais. Ma sphère. Le circuit, ouais. Puis avec ce balado-là, je fais un peu ça. J'invite du monde que j'ai envie de prendre une bière avec, puis finalement, c'est pas une bière, c'est des bulles. Ouais, c'est ça. C'est une excuse, Ça c'est fait pas de pareil. champagne. Lui, là, c'est le pas fin qui pose des questions à l'ego. Ben, j'espère qu'on se rappellera pas juste de ça, parce que j'ai fait d'autres choses aussi. Mais c'est vrai que depuis un an, avec toutes les conférences de presse, puis l'importance que ça a eu, parce que c'est devenu un peu l'espèce de... La grand-messe. La grand-messe, le téléroman qu'on voulait suivre, évidemment, avec raison, à cause de la pandémie, tout ça. Puis les gens se sont... En fait, les gens ont découvert qu'une conférence de presse, des fois, c'est chiant. Ah, ben oui. Alors, les gens ont pensé qu'on était bien méchants. Mais moi, dire une chose, François Legault, et lui, il nous trouve pas méchants. Il nous trouve bien moins méchants dans la formule conférence de presse COVID qu'avant. Là, ben, c'est sûr, parce que, hey, santé. C'est sûr que là, vous êtes moins méchant parce que vous êtes en direct, vous êtes télédiffusé. C'est pas un scrum. Les scrums, c'est ça. Hey, ça, là, c'est la gang des pitbulls qui sautent sur le mollet puis ils mordent tout un petit bout pour... C'est du piranha, là, carré. Ben, en fait, les scrums, c'est un bel exercice. Moi, j'adore ça, les scrums. C'est... Oui, parce que c'est toi qui attaques. Oui, oui, c'est ça, exactement. Ah oui. C'est toujours plus facile. Mais c'est que le scrum permet de faire sortir chez un politicien des choses qu'il n'aurait pas dites autrement. Parce que eux, là, avant d'aller devant les médias en temps normal, ils ont des lignes là, qui sont fournies par le parti. Ah, il y a des briefings. Il y a des briefings, puis là, il y a ce qu'ils appellent le dry run. Là, c'est-à-dire que ils vont. Là, ça se pourrait que tel journaliste pose telle question, puis telle affaire, puis tel truc, puis telle autre chose. L'idée du Scrum, c'est d'aller très, très rapidement, parce que ça se passe comme dans un éclair, là. Les questions fusent à gauche, à droite, etc. Donc, le politicien n'a pas le temps de réfléchir. Il n'a pas le temps de se rappeler la ligne qu'ils ont dit une demi-heure avant. Et c'est souvent là qu'ils vont sortir le fond de leur pensée, leur véritable pensée sur un sujet ou un autre. Alors moi, je trouve que l'exercice est intéressant et ça permet justement d'aller chercher une couleur que tu n'es pas capable d'avoir autrement en conférence de presse parce que c'est beaucoup plus formaté. Là, on est quasiment 1 an plus tard. Qu'est-ce que ça a changé dans votre job, la COVID? Outre le fait que là, vous travaillez sans filet en direct, mais vraiment, tu sais, on vous voit poser des questions. Ça a changé plein de choses. Première des choses, on a beaucoup moins d'accès au gouvernement. Tu sais, le travail des journalistes sur la colline parlementaire, c'est un travail qui est essentiel. D'abord, il faut comprendre que les journalistes sur la colline parlementaire font partie de l'Assemblée nationale. Nous autres, on est... T'as ta carte. J'ai ma carte de l'Assemblée nationale, on fait partie de l'Assemblée nationale. On n'est pas des visiteurs, on fait partie de l'Assemblée nationale, de la machine démocratique du Québec. Parce que c'est nous autres qui posent des questions. Dans la balance du pouvoir, dans la balance vous êtes du pouvoir, là. on est là, à quelque part. Or, depuis la pandémie, il y a 37 élus seulement à la fois qui viennent au Parlement. Puis avant, on pouvait se promener un peu partout dans le Parlement, puis croiser les ministres, leur poser des questions, croiser les députés.
Alors faire comme le journaliste dans le District 31, là, traîner dans le poste de police. Exactement, mais on fait pareil au Parlement. Moi, je fais ça tous les jours. Tu sais, puis là, tu rencontres quelqu'un, puis tu poses des questions, puis là, tu fais... Or, on ne peut plus faire ça aujourd'hui parce qu'on les croise plus, les ministres. Ah, puis c'est assez dur des poignées en Zoom, là. Ben là, c'est ça, exactement. Alors, il y a moins d'accès qu'on avait. On peut plus maintenant faire les scrums comme les scrums sauvages, un peu là, comme... à 2 mètres avec des bâtons de hockey. C'est ça, là, on peut plus vraiment le faire. Là, ce qui se passe, c'est que les chefs de parti viennent à un lutrin, puis là, ben, ça a pris la forme de mini-conférences de presse. Les ministres, maintenant, on leur parle. Quand le gouvernement nous les envoie, on demande souvent d'avoir des accès. On les a pas tout le temps, etc. Bref, ça a tout changé au niveau de notre travail. Il faut beaucoup plus se fier aux sources qu'on a, aux contacts qu'on établit au fil des ans. Pour des vieux comme moi, ça va parce que ça fait des années que je suis dans le Parlement, fait que j'ai à peu près le numéro de téléphone de tout le monde. Mais pour certains journalistes qui arrivent, qui n'ont pas encore établi tous leurs contacts, ça peut être plus difficile. Je serais curieux qu'on analyse, puis des gens ont dû le faire, le pourcentage du temps d'antenne consacré au sujet de la COVID. Pourtant, l'État continue à rouler. Les ministères roulent. Ouais. Moi, comme citoyen, j'ai une crainte présentement. C'est comme si il n'y avait plus de presse, puis la presse, ben, c'est le quatrième pouvoir. Ouais. Le quatrième, moi, je suis mêlé, Ouais, c'est le quatrième. Et puis des fois, c'est même pas le quatrième, on pourrait le monter parce que quand on est proche puis qu'on mord le mollet, j'ai l'impression que j'ai peur qu'il y a des parties présentement qui sont en train de se faire, qu'il y a des règlements qui changent, qu'on les voit plus ou moins, qu'il y a... Tu sais, regarde ce qui va se passer, là. Montréal, on va nous passer un train en plein milieu de René Lévesque, devant le pied du courant, un endroit historique. Puis on n'a pas le temps de s'occuper de ça, fait que tout va se faire, puis on va avoir un train, puis ça va être là. Mais t'as raison d'avoir... moi, c'est aussi une des craintes qu'on a, nous autres, qu'on a manifesté également la tribune de la presse. Je suis un ancien président de la tribune de la presse. Je suis encore sur le conseil d'administration. Puis, justement, ce qu'on se racontait tout à l'heure, le fait qu'on ait moins d'accès au pouvoir, aux ministres, ça fait en sorte qu'il y a moins de ces reportages-là qui sont faits. Parce que, bien souvent, tu sais, t'as beau avoir une information, c'est pas capable d'avoir accès au ministre ou... souvent, ça va être plus fastidieux, ça va être plus difficile de faire avancer cette nouvelle-là. On est clairement en train de perdre du monde. Ouais. La Terre est rendue plate. Il y a du monde qui pense qu'en se faisant mettre un coton-tige dans le nez, c'est la 5G. Ah, tu parles des... Oui, dans la population, tu sais, j'ai l'impression qu'avant la COVID, on était comme pas mal, grosso modo, dans un pain. Tu sais, on était un peu à gauche, à droite, un pas pour, contre. Et là, je sens des clivages. Il y a du monde qui envoie de l'argent à Tadros à l'autre bout, là. Tu sais, j'ai peur à ça. Puis ce que j'aime pas, c'est que ces gens-là, c'est... Ouais, oui. Mais ils se manifestaient moins parce que, d'abord, il n'y avait pas la facilité des médias sociaux. Aujourd'hui, n'importe qui là, peut publier des informations, qu'elles soient fausses ou de moins en moins, il y a un pseudo-ménage qui est en train de se faire. En train de se faire, mais il n'est pas encore fait, tout à fait. Mais si n'importe qui veut dire, moi, je crois pas à ça, le port du masque, ou je crois pas à ça, les mesures sanitaires, etc., tout le monde a une tribune. Ils peuvent aller sur Twitter, ils peuvent aller sur Facebook, puis ils peuvent s'épancher tant qu'ils veulent. Sur Facebook, là, tu peux t'épancher clairement. À plus soif, là. Alors, tout le monde a cette tribune-là qu'ils ont découverte. Avant, il fallait que tu essaies de convaincre un journaliste de parler de ton histoire, puis que t'étais... Alors, ils étaient peut-être plus cachés, mais je pense que la facilité des médias sociaux a favorisé, si on veut, leur prise de parole, tu sais. Mais ils étaient là, ces gens-là, avant, là. Ouais, j'ai l'impression, tu sais, la joke de fais tes recherches, là. Ouais. Veux pas, même si on veut pas, on finit. Puis quand je réfléchissais avant de te recevoir, je dis, hey, je suis en train d'y faire mes recherches, moi, à l'occasion, comme citoyen, là, je me renseigne. Qu'est-ce que moi, François Charon, qui a des cours de diction, qui est un animateur de radio qui a mal viré, qui se débrouille un peu en technologie, puis c'est rien que ça, mes compétences, là, et ma formation... Je suis en train d'avoir des opinions sur la COVID, des fois. Puis je fais, qu'est-ce que tu fais là, toi? On est tous devenus des épidémiologistes et puis de pacotilles. Écoute, une fois par semaine, avec les beaux-parents, on se fait un zoom, on jase, là. Puis on a toujours limite à avoir un petit fight. Puis c'est complètement ridicule parce qu'eux, ils connaissent rien là-dedans. Puis moi, je connais rien là-dedans.
Mais on a des opinions. Ouais. Qui on est pour avoir des opinions là-dessus, dans le fond? Ouais. Mais tu sais, on a toujours eu, là. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, mon père et mon grand-père, ils se prenaient sa politique. Tu sais. C'est ben oui, des rouges, des bleus. Ben c'est ça. Ils étaient des grands spécialistes de la politique, eux Ouais. autres aussi. Mais tu sais, t'as le droit d'avoir tes opinions, puis d'analyser tes affaires, puis de... Moi, je pense que la limite, c'est quand ces opinions-là font en sorte que tu ne respectes plus les règles. Tu sais, en ce sens que si la santé publique, si le gouvernement dit « fais pas ça », il y a une raison. Tu sais, en ce moment, là, je comprends que des fois, on peut se dire « ben, on peut remettre en question ces raisons-là. » Mais à partir du moment où, à un moment donné, tu dis « ben, regarde, moi, je ne mets plus le masque dans les magasins, puis ou dans les... puis je respecte plus ça, moi, les règles sanitaires, puis tout ça, puis le 2 mètres, puis etc. » Là, je pense que ça devient dangereux. Mais tu as le droit d'avoir des opinions, puis tu as le droit de les exprimer aussi. Tu peux être contre, chiale, mais mêlé. C'est ça, Pour chez exactement. Exactement. Fais livrer. C'est ça, puis peut-être que ta voix va être entendue, puis que tu vas réussir, ultimement, à faire changer le gouvernement d'idées, là. Peut-être que c'est... Mais ça, en démocratie, c'est sain, ça, je pense, de prendre une pancarte, sortir dans la rue à 10 000 puis dire, ben là, ça n'a pas de bon sens, telle affaire. Ben peut-être que tu vas avoir une résonance. Mais si tu restes chez vous puis tu dis, moi, je le fais plus, puis tu convaincs des gens, puis tu embarques des gens dans ta suite à ne pas respecter les règles, moi, je pense que c'est là, à un moment donné, que ta liberté finit. Le rouge étant la couleur de la proactivité, Ouais. d'être directif. Hey, t'as 96 de rouge. Sur 100. Fait qu'écoute, tu sais, on dit un grand besoin d'être proactif, de relever des défis, affronter des situations avec assurance, directivité. Fait que toi, regarder le PM, tu poses une question. Non, ça me dérange pas. Qu'est-ce que ça fasse? Non, moi, ça me dérange pas. Poser n'importe quelle question au premier ministre, ça me dérange pas. Puis toi, un problème égal, OK, on trouve Ben, une solution. je dirais pas des âneries. là. Non, on se comprend. Mais je me gênerais pas à poser. Tu sais, il y en a qui sont gênés. Moi, je me gêne pas. J'ai une question à poser. Puis c'est toujours ce que j'ai dit aux jeunes. On parlait des jeunes journalistes tout à l'heure. Tu sais, souvent, ils sont gênés de poser des questions. Parce que, ouais, mais peut-être qu'elle est niaiseuse, ma question. C'est pas important, ça, tu niaiseuse, ta question. Toi, si t'as un texte à faire, là, puis tu comprends pas la situation, puis pose-la ta question. Tu vas avoir l'air bien plus niaiseux assis en arrière de ton clavier en train d'écrire ton texte ou faire ton reportage, puis de pas avoir l'information que tu aurais dû demander. Là, tu dis, ah, donc dû le demander. T'sais. Alors moi, c'est ça, mon approche, c'est ça. Je le sais pas, je veux le savoir, je pose la question. Tu sais, je peux pas le deviner, là. Ben, c'est sûr que tu y vas, parce que bon, le rouge proactif, directif, puis ta deuxième couleur prédominante à 75, c'est le jaune. Le jaune, c'est le désir d'influencer, communiquer, à la recherche du plaisir, d'avoir du fun. Fait que tu sais, un rouge-jaune, si ça décide que ça jase, ça jase. C'est ça, exactement. Ouais. Ça demande pas la permission. Non. Puis je suis assez impulsif aussi. Je me gêne pas. Oui, souvent, ça me joue des tours. Mon impulsivité peut me jouer des tours, tu sais. Mais c'est pas grave. J'assume ça, puis on s'essuie les mains pour on repart. Clairement, quand on se met à faire des recherches sur toi, bon, je suis pas une vedette, hein, mais malgré tout, tu es dans l'univers médiatique depuis un sacré bon bout de temps. 35 ans. On voit fuck all sur ta vie privée en ligne. Non, Nulle rien. part. C'est comme s'il y avait là des murs de briques multicouches de garde. Ouais. On va pas là. Non, Pas ma job. D'abord, t'as vu mon Facebook, évidemment, Oui. là. Puis, je mets pas grand-chose de familial ou quoi que ce soit. Je suis très, très... Tu sais, souvent, je vais publier des choses des articles, des trucs du genre. La seule exception que j'ai fait, c'est avec mon fils Pierrick, qui est aussi dans les médias, qui est animateur de radio. Que Oui, tu connais aussi. qui roule dans les traces à papa. Il est dans Exactement. Charlevoix, il fait de la radio. Voilà. Et puis bon, il y a eu son fils a eu des problèmes de santé. Puis j'en ai, tu sais, là, je me suis peut-être ouvert un peu là-dessus pour justement parce que lui, ça lui faisait plaisir, ça lui faisait du bien aussi. Puis c'était, mais à part ça, il n'y a rien. Tu verras pas de photos. Ah non, mais quel... Photo de ma blonde, il n'y a rien de ça. C'est moi qui va me déguiser en journaliste. Je te croyais jusqu'à la phrase que tu viens de dire il y a quelques instants. Tu fais, ça lui faisait plaisir à lui. Là. Ouais. Hey, t'es grand-père. Ah oui, non, mais Tous les grands-pères que je connais là, deviennent de la pâte à modeler. Ben, là. tu vois mon iPhone, j'ai à peu près 800 photos de mes En plus, tu dis que t'es braillard. Fait que là, écoute, je veux dire, c'est sûr que dans l'aventure que vous avez vécu, bon, de raconter aux gens, tu sais, sans rentrer dans les détails familiales, mais quand même, c'est un public, événement de toute de vie. façon, ouais. Ça a été public en bonne partie. Il y a près de 2 ans, à peu près?
Un an et demi. Ouais. La plus belle nouvelle au monde. Écoute, grand-papa, petit Miro sort, il est cute, tout le kit. Puis quelques semaines après? Miro est né... ça a été toute une aventure parce que Miro est né le 26 juin 2019. Une semaine après, il était diagnostiqué avec une méningite, mais grave, là, très, très grave. Pas une virale, là, une grosse méningite, la pire. On a été là-dedans pendant à peu près, je te dirais, 3 semaines, 1 mois. Puis une fois qu'il a été guéri de la méningite, pendant des tests pour voir, parce que son foie était enflé, puis le médecin pensait que c'était à cause du médicament qu'on lui donnait, que ça aurait pu avoir une réaction sur son foie. C'est moi qui étais avec Marianne, la blonde de mon fils, la mère de Miro, à l'hôpital, parce que Pierrick travaillait cette journée-là, puis on s'attendait pas à ce qu'il y ait rien de grave. Et en faisant une échographie du foie, ils se sont rendus compte que le foie était plein de métastases. Alors, le petit avait ce qu'on appelle le neuroblastome. C'était un cancer de stade 4 qui s'est attaqué au foie et aux os. Alors, c'était urgent qu'on le traite. Et puis, s'en est suivi, je te dirais, 1 année de haut et de bas, de visite à Sainte-Justine, greffe de cellules souches, dans Charlevoix, dans Charlevoix. Char à voie. C'est ça, puis le CHUL, puis en tout cas, ça a été une... Puis la COVID à travers ça? Pendant la période où la COVID s'est développée, là, les rendez-vous étaient tous au CHUL, au Centre Mère-Enfant à Québec, au Centre Charles-Bruno aussi à Québec, là, qui est une extension de Sainte-Justine. Et le personnel a été extraordinaire, là, où c'était aseptisé de A à Z, où ils avaient vraiment dit c'est un hôpital pour enfants, pas vrai qu'on va retarder les traitements pour les enfants. Il y a eu des traitements d'immunothérapie pendant toute cette période-là, alors que évidemment c'était une période qui était risquée là, avec la COVID. T'as un enfant qui est complètement immunosupprimé, puis alors, ça s'est très, très, très bien passé. Moi, chapeau au personnel et aux gens qui s'en sont occupés. Ça a été... Fait que, tu sais, on disait tantôt, tu t'es un rouge-jaune et un problème, let's go, on y va. Toi, ça est arrivé, puis ça a sorti un super-héros en toi, puis t'as fait, regarde, on va arracher la on va arracher le ciel. Moi, j'ai pas fait grand-chose. C'est les parents qui s'en... Moi, tu sais, comme grand-parent, comme grand-papa... tu sais, quand c'est ton enfant qui est malade, ben là, tu t'en occupes. Je veux dire, t'as pas le choix. L'enfant est malade, faut que tu t'en occupes. Et ça, les parents ont fait ça de façon exemplaire. Sauf que ça prend quelqu'un pour s'occuper des parents. Tu restes un papa toute ta vie. Alors, moi, je me suis occupé du père puis de la mère. Ben, je me suis occupé de l'enfant aussi, mais je veux dire, mon enjeu principal, c'était de m'assurer que Marianne et mon fils soient corrects. Qui passent bien à travers ça. Pour qu'ils puissent se concentrer sur leur job d'aider Tipou. Exactement. Puis qu'ils soient... Tu sais, quand il y avait... Je me souviens, le jour où on a appris que Miro avait le cancer, évidemment, on a appelé Pierrick. Puis là, il a dit, ben là, il faut que tu t'en viennes. Alors, il est parti de Charlevoix, puis il s'en venait, puis tout le long, dans son auto, il pleurait, puis il frappait sur le volant, puis il était en colère. Ah, t'es en crise contre la vie. Ouais. Il n'y a pas d'autre mot. Là. Lui, il est en colère. Puis là, alors que Marianne, elle, réagissait tout autrement, Marianne disait, bon, OK, parfait, c'était un autre défi, ben on va se battre. Tu sais, qu'est-ce que tu veux? On va se retrouver, trousser les manches, puis on va se battre. Alors moi, j'ai pris Pierrick à part, puis j'ai dit, mon homme, t'as le droit d'être fâché. T'as le droit d'être triste. T'as le droit d'être en maudit contre la vie. T'as le droit de crier après la vie, après l'injustice, après n'importe quoi. Mais là, on va sortir dehors, on va aller prendre une marche, puis fais ça. Puis sors tout ça. On va se trouver un mur de briques, on va se péter les jointures, c'est faux. Mais quand on va rentrer à l'hôpital, l'énergie, il faut que tu donnes à Marianne, puis aux petits, puis à tout le monde, c'est une énergie positive. Parce que si tu arrives avec cette énergie-là, ça marchera pas. Ouais. Tu vas trouver ça dur, puis tu vas... Alors, puis il a compris ça, puis il a dit, t'as raison. Puis moi, je pense que c'était ça que ça sert dans ces circonstances-là, un grand-père. Tu viens à Québec, toi? Oui. 20 ans de radio à Québec? Ou 20 ans, 20 ans au 93? Au 93, moi, je travaille pour Cogeco, okay. Mais écoute, au 93, j'ai commencé en 98. Puis je travaille officiellement pour Cogeco, mais évidemment pour le 93 aussi, parce que le 93 fait partie de Cogeco, mais ça fait 23 ans là, pour Cogeco, toujours à la même place.
Pour tout le monde qui ne vit pas à Québec, là, Ouais. c'est quoi la radio de Québec? C'est quoi la radio de Québec? Écoute, la radio de Québec... Parce qu'elle est particulière. Ouais. Puis même en dehors, là, puis on fera peut-être une parenthèse à la poubelle, là, mais la radio de Québec a clairement, dans son côté non péjoratif, quelque chose de très différent de la radio de quasiment partout ailleurs. Ouais. La différence, je te dirais, entre la radio de Québec et la radio de Montréal, je te dirais que la radio de Montréal, c'est une radio de personnalité. C'est une radio de... Il y a beaucoup de vedettes. Je dirais... Je mettrais à part là-dedans le Paul Arcand, qui est un journaliste tu sais, qui a toujours fait de la radio, puis tout ça. Une vraie vedette de radio. Une vraie vedette de radio. Qui a fini tu sais. par faire de la TV après parce qu'il était Exact. vedette à la radio. C'est ça. Mais Paul Arcand, je pense qu'il est dans une classe à part. Là. Mais c'est beaucoup une radio qui est basée sur la personnalité des gens, puis tout ça. Puis c'est une radio qui... Les gens veulent être informés. C'est l'auditoire qui fait la radio, tu sais. Je veux dire, tu vas t'adapter à ton auditoire. À Québec... Québec, c'est une région où les gens... En fait, c'est une région de personnalité de radio. Les grosses vedettes à Québec sont pas à TV, sont à la radio. Parce que, tu sais, à Montréal, là, des vedettes, il y en a... tu vas sortir ici, tu vas virer le coin, tu vas en croiser une. Là. Clairement, on n'est pas loin des stations de télé ici. Exact, il y en a dans il y en la a rue partout. Là, ouais. tu sais. À Québec, il n'y en a pas des vedettes de TV. Là. Il n'y a pas de télé Il y en a locale très non peu, plus. Il n'y a pas de télé Très peu. locale. Ben, tu sais, t'as les Pierre Jobin de ce monde, Bruno Savard, etc., qui font le bulletin de nouvelles, qui sont connus. Mais je veux dire, à part ça, il n'y en a pas beaucoup. Alors, les vraies personnalités médiatiques à Québec, celles que tu peux entendre, qui sont vocales, ben, c'est des gens de radio. C'est les Sylvain Bouchard, c'est les Jeff Fillion, malheureusement, là, qui est très connu. Et donc, il livre un message que les gens de Québec qui veulent se définir comme étant différents du reste de la province, puis de Montréal, qui veulent... Tu sais, il y a toujours cette rivalité. Alors, eux, ils veulent avoir des personnalités, des gens qui vont dire les vraies affaires. Ça jase. Puis ça jase. Ça jase. Puis c'est des radios d'opinion. Beaucoup de radios d'opinion. Tu sais, ici, à Montréal, des radios d'opinion en tant que telles, il n'y en a pas tant que ça, là. Tu sais, il y a Paul qui a établi sa crédibilité, puis ça, puis qui peut émettre des opinions de par, justement, son expérience, crédibilité, etc. Mais il n'y en a pas beaucoup d'autres à Montréal, des radios de ce type-là, tu sais. Le métier t'a fait, pendant une période de ta vie, voyager. J'ai beaucoup voyagé, oui. Oui, avec ce métier-là, je suis allé... bon, évidemment, j'ai fait à peu près tous les continents en politique, entre autres, avec les différents premiers ministres, les missions qu'on a fait en Europe, en Asie, en Afrique, un peu partout. Et aussi, je suis allé 3 fois en Afghanistan. Moi, c'est que j'allais, t'as suivi l'armée. Hein? Ouais. J'ai suivi l'armée. Je suis allé en 2006, 2007 et 2009, je pense, pendant qu'on avait des missions. Le Canada faisait partie des missions de l'OTAN en Afghanistan. Je suis allé à plusieurs reprises. Ouais. Ça fait partie des je te dirais des belles expériences professionnelles, mais en même temps, des expériences qui sont pas toujours faciles, tu sais, parce que t'es confronté à des situations qui sont assez particulières et assez dangereuses aussi en même temps. Ça prend une part d'inconscience. Je me suis déjà fait reprocher de pas penser suffisamment à ma famille parce que j'étais allé en Afghanistan par une ancienne conjointe qui m'avait dit que j'avais pas de sensibilité parce que je mettais ma vie en danger. Puis Parce que c'est réellement dangereux. Ouais. Surtout ce qu'on faisait, nous autres, on voyageait beaucoup avec l'armée, mais bien que je suis sorti tout seul aussi avec des fixers, là, ce qu'on appelle un fixer, qui est une espèce de guide que tu engages, qui est un guide afghan, là, qui va arriver avec une voiture, tu sors seul avec lui, qui va t'amener à certains points pour faire des entrevues, par exemple, pour aller voir des gens, etc. Ça, j'ai fait ça, mais on pensait... Il y a un faux sentiment de sécurité en Afghanistan quand tu pars avec l'armée. T'as l'impression que tu es en sécurité parce que tu es dans un véhicule blindé de 15 tonnes. Mais en réalité, c'est l'affaire la plus dangereuse que tu peux faire là-bas parce que tu es la cible. T'es spoté. T'es spoté, puis ils te voient, puis ils mettent des bombes, puis un véhicule blindé qui passe sur une route, c'est dur à manquer. Alors, c'est pour ça que à peu près toutes les victimes militaires canadiennes en Afghanistan, c'est à peu près tous des gens qui ont malheureusement sauté sur des IED, là, des engins explosifs improvisés.
Alors, oui, c'est dangereux de faire ça. Il y a du danger à voyager, à faire ça. Mais Comment on revient de là? en avion. Il est cave. Il est vraiment cave. En tout cas, t'as pas perdu ton sens de l'humour en revenant de là. Mais tu sais, clairement, tu pars avec une espèce de naïveté, j'imagine, où l'humain est bon. Ouais. Et on n'a pas idée de c'est quoi, on l'a vu dans les films. Ouais. Mais voir pour vrai un humain qui a envie d'en tuer un autre ou un humain qui en a tué un, tu fais calvaire, attends là. Ouais, mais je pense que, écoute, il y a quand même une certaine distance. Je te donne un exemple. Je pense que c'était en 2009. J'étais allé rejoindre un bataillon du régiment blindé de la base de Valcartier. J'étais allé les rejoindre. J'étais allé à Fort Bliss avec eux autres au Nouveau-Mexique pour l'entraînement. Puis 3 mois après, je les retrouvais en Afghanistan. Alors, j'étais allé les rejoindre là-bas. Puis on était parti faire une patrouille à pied. Pendant la nuit, tu te lèves à 3 heures du matin avec ton sac à dos sur le dos, ton frac jacket, puis ton casque, puis tu pars. T'sais. Puis tu marches. Puis à un moment donné, ça s'est mis à tirer de tous bords, de tous côtés. Puis, évidemment, les soldats canadiens ont répliqué. Puis, bref, ça s'est terminé avec des explosifs, puis tout ça. Puis après ça, quand on est passé, parce que les autres doivent aller voir quand ça a arrêté de tirer, puis on est arrivé là, puis là, bien évidemment, il y avait des victimes. Puis c'était pas des Canadiens, tu sais, c'est les talibans. Alors, ils t'empêchent, les militaires sont venus voir. Tu n'as pas besoin d'aller voir ça. Reste ici, va pas là. Alors, tu sais, ils te protègent de ça. Alors, t'es pas exposé nécessairement, quoique tu peux l'être aussi, là. Il y a des, tu sais, mais il y a une espèce de limite que tu veux pas dépasser non plus. Je voulais pas voir ça. Voir quelqu'un qui s'est fait tuer, ça m'intéresse pas. Là. Je veux dire, je vais pas là pour ça. Moi, j'aime mieux faire des histoires sur la vie des gens que sur la mort des gens. T'sais. Alors, donc, mais les militaires, eux autres, sont exposés à ça. Eux autres, c'est évident que la situation est extrêmement difficile pour eux autres. Là. C'est fou. Là. J'ai été une fois en République centrafricaine avec un de tes anciens collègues, Jean Laverdière, Ouais. où on avait été ouvrir une radio pour la paix là-bas. Là. Et en arrivant, tu sais, moi, je suis naïf. Là. J'ai fait de la radio FM. Tu sais, je faisais jouer les succès de l'heure à la radio. Ouais. Là. Tu sais, j'étais là dans ma vie par rapport à l'actualité. Puis, on a un appartement qui est comme au 2e étage. On est sur le bord du fleuve qui coupe avec le Congo, puis que la nuit, Ouais. ça traverse. Puis bref, il y a un trou de balle dans la fenêtre, dans notre fenêtre de chambre. Puis Jean qui est habitué, parce que couvert souvent, il fait « Bon, ben là, qu'est-ce qu'on fait? » Il me dit « Ben, on va mettre les matelas à terre. » Je sais pas Ouais. quoi. Ben, s'il y a une balle perdue, ça va passer en angle. Fait que comme ça, ben, on Il y a ne sera moins pas de tiré danger. en dormant. Je fais, ah, OK! C'est ça. Les vacances commencent! C'était ça le voyage organisé. Ah, c'est vraiment d'autres choses, c'est fou. Ouais. Mais écoute, puis c'est là que tu te rends compte aussi que puis mes voyages en Afrique aussi, je suis allé en République démocratique du Congo. Oui. J'ai mis des guillemets à démocratique pour l'OIF, l'Organisation de la francophonie. C'était en 2012. Tu sais, ces gens-là vivent pas comme nous, là. En fait, tu te rends compte quand tu voyages un peu que c'est nous qui sommes l'exception. Tu sais, on a l'impression que tout le monde vit avec un mode de vie comme on a, hyper moderne, puis très, très occidental. Puis, tu sais, mais tu te rends compte que c'est pas ça. C'est que dans le reste du monde, là, c'est nous qui sommes l'exception. Tu vas en Asie, tu vas en Afrique, il y a beaucoup de pays où la pauvreté est omniprésente. Puis, alors, ça ouvre les yeux sur une certaine misère humaine, si tu veux. Puis, ça élargit l'âme, je pense. Tu as eu, dans les grands défis de ta vie, tu as eu à t'asseoir sur la chaise de Jean Lapierre tout de suite après. Ouais. Calvaire! Ça, là, le matin, tu as dû dire « OK, par quel bout je la prends, celle-là? » Ouais. Et ça c'est assez particulier, cette histoire-là, parce que, bien évidemment, on a Jean, c'était un ami. On se connaissait depuis plusieurs années, puis on se côtoyait. Jean était quelqu'un... Toi, tu l'avais couvert, puis tu sais, à oui, tout niveau. exactement. Là. Mais quand il est devenu... Jean a été le meilleur chroniqueur politique que le Québec aura jamais, je pense. Là, il était extraordinaire. Il avait une sensibilité. Il avait une écoute. Il y avait 4 millions d'histoires à raconter. C'était un gars qui était plus grand que nature, mais en même temps, ce gars-là avait un respect pour le travail des journalistes et il nous valorisait beaucoup, en ce sens qu'il avait besoin de nous autres, mais je pense qu'il aimait aussi côtoyer des gens. Alors,
quand on allait dans un congrès ou dans un caucus de parti, les gens, ils nous invitaient tout le temps, les journalistes, moi en particulier, viens, on va aller manger à telle place. Il parlait aux gens, c'était quelqu'un qui était extrêmement... il aimait manger, il aimait jaser. Il aimait jaser, puis tout ça, puis payait le vin, puis etc. Puis on jasait avec, puis il nous demandait notre avis sur des affaires, tu sais. Qu'est-ce que tu penses de telle chose? Là, tu dis, Jean Lapierre me demande mon avis à moi. Tu sais, c'est vraiment... Alors, quelques semaines avant son décès, on s'en va à un caucus de la CAQ et c'était à Bromont. Alors, il y a Château-Bromont, là, puis c'était là-dedans. Le caucus était organisé là. Alors, on se retrouve là le matin, puis on fait nos affaires. Puis sur l'heure du midi, on avait peut-être, je sais pas, dans l'avant-midi, on avait une période où c'était plus tranquille. Puis on s'installe à une table sur le bord de la piscine. Puis Jean, à brûle-pourpoint, il dit, Louis, il dit, tu sais que moi, je serais pas éternel, là. J'ai dit, comment ça? Ben, il dit, écoute, il dit, je rajeunis pas. Puis il dit, à un moment donné, il dit, je serai plus là. Je serai plus là à faire cette chronique-là. Puis il dit, celui que je vois pour me remplacer, c'est toi. Ben, j'ai dit, Jean, non. Là, j'ai dit, c'est toi le chroniqueur. J'ai pas Il dit, non. Il dit, écoute, moi, je te verrais faire ça. Il dit, j'en ai parlé avec Paul, j'en ai parlé avec la station, etc. Puis moi, je trouve que t'es vraiment bon. Puis, etc. Fait que là, je suis resté... j'ai dit, mon Dieu, mais tu parles d'un vote de confiance extraordinaire. J'étais content. Tu sais, c'est flatteur de te faire dire ça par Jean Lapierre, de qui on avait tous une admiration. Clairement. Et survient ce qui arrive, quelques semaines plus tard, 3 semaines peut-être plus tard. Jean Lapierre, évidemment, décède de la façon dont on le sait. Et là, évidemment, on laisse passer un bout parce que tu veux pas... Je pense qu'à la station, ils étaient conscients que n'importe qui que tu mettrais le lendemain matin... Ça marchait pas. Ça peut pas fonctionner parce que il y a la comparaison qui est trop fraîche, qui est trop... Alors, Paul m'a appelé plusieurs reprises. Je voulais pas. Ben non, je suis pas sûr que j'ai envie de faire ça parce que je suis pas sûr d'avoir ce qu'il faut pour faire ça. Puis là, ils m'ont convaincu petit à petit de le faire. Alors, j'ai remplacé, j'ai pris la place qu'occupait Jean Lapierre. Et je veux dire une chose, ça a été un bel honneur de le faire. Je l'ai fait pendant 1 an et quelques. Puis à un moment donné, j'ai arrêté parce que c'est extrêmement demandant. Cette chronique-là, ça prend un caractère spécial pour la faire que moi, je n'ai pas. Parce que, d'abord, c'est très stressant. Tu veux toujours avoir... Et en plus, c'est un travail qui est presque 24 heures. C'est 24 heures sur 24, ça, là. T'arrêtes pas, là. T'es au téléphone continuellement. Édouard Rémy de la politique, là, c'est prenant, là. Exact. Alors là, puis tout le monde t'appelle. Oui. C'est assez phénoménal. Cette chronique-là a acquis une notoriété qui est... d'abord, une écoute qui est du jamais vu en radio, je pense. Moi, mon cadran, un matin où je veux dormir, est mis à 7h moins 5 pour que j'ai le temps de me lever. Ouais, faire puis ton petit ouvrir café. La radio, faire mon petit café, puis au pire, j'irai me recoucher après. Oui, c'est ça. Alors, ça atteint un taux de notoriété qui est immense et les gens t'appellent, les gens te donnent l'information, les gens... Alors... Et ça devient lourd, ça devient... c'est difficile à absorber toute cette charge-là. Je me couchais le soir souvent, puis je me demandais comment j'allais virer ça le lendemain. J'avais 2-3 informations, puis qu'est-ce que je vais faire demain matin, puis etc. Finalement, je réussissais toujours, mais tu te couches là-dessus, puis tu rumines ça. Alors, j'avais peut-être pas le caractère pour le faire. Puis à un moment donné, je suis parti en congé de maladie parce que j'avais eu une petite intervention chirurgicale. Puis j'ai négocié avec le patron. J'ai dit, je veux pas revenir. Tu sais, je veux pas la refaire, cette chronique-là, parce que ça me stressait trop. Tu sais. Mais ça a été, le temps que ça a duré, ça a été tout un honneur. Puis ça a été... Dans la place, je vais me faire pousser la barbe. Je vais poser des questions en conférence de presse. C'est ça, exactement. Hein? J'aime ça animer, tu sais, mais j'aime aussi ça, être à l'Assemblée nationale, puis suivre la politique, puis faire les conférences de presse, puis faire ce qu'on fait en ce moment. Ben écoute, tu viens de faire exactement la trame narrative
du pourquoi de ce balado-là. Les gens que j'invite, c'est des gens qui, malgré les montagnes russes de la vie, ont envie, en terminant, de dire haut et fort le nom du balado. Si tu t'en rappelles pas, je t'ai mis un cue card qui est juste là. La vie est belle, là. Exactement, monsieur. Merci. Merci à toi. C'était La vie est belle. À la prochaine.